Monsieur Assouline. Oui, moi j'ai eu une interrogation. Bon, globalement, j'ai un avis que j'exprimerai sur les articles 3 et 4 sur l'économie générale de cette loi qui, à mon sens, ne va pas dans le bon sens, mais cette mesure-là est en discussion et nous devons, d'ailleurs, à travers cet article 1, comme sur le reste, aborder la question que nous essayons de discuter depuis le début de la vague d'attentats, qui est comment, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, comment protéger, sécuriser, se défendre et en même temps défendre la liberté, et les libertés individuelles et collectives. C'est le défi que nous ont lancé les terroristes, de toute façon. Et donc, si nous tombions dans la sécurité contre les libertés, ils auraient gagné. Donc la lutte contre le terrorisme passe par le fait que nous soyons attentifs et que nous garantissions à la fin et pendant cette lutte les libertés. C'est bien ça qu'ils nous ont lancé comme défi. Alors là, je vois bien, et d'ailleurs, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez à chaque fois évoqué le marché de Strasbourg, un certain nombre de manifestations où tout le monde conçoit que dans une situation de vigilance face à des actes terroristes qui vont probablement, c'est une situation permanente encore pour quelques mois, quelques années, parce que même quand on dit que sur le terrain, ils sont en train de perdre, c'est le retour aussi de nombre d'entre eux dans notre pays. Et donc, on a cette menace encore pour longtemps. Mais vous n'évoquez pas un aspect qui me tient particulièrement à cœur, c'est les manifestations revendicatives et du mouvement social. Et nous voyons bien là, à ce moment-là, pourquoi ? Non, mais le marché de Strasbourg aussi, c'est pas du terrorisme, c'est pas la nature de la manifestation. À partir du moment où on peut contrôler l'accès, fouiller, établir un périmètre pour toute manifestation, d'ailleurs à Paris, on pourrait évoquer le danger terroriste, parce qu'une grande manifestation, place de la République, Bastille, etc., il faudrait l'évoquer. D'ailleurs, ça a déjà eu lieu, c'est pour ça que le défenseur des droits, lui, est contre cette mesure. Et ce n'est pas un grand gauchiste, disons. Donc là, le leader de la CGT est plus dans son rôle, et c'est normal. J'interroge le ministre là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est utilisé pour l'ensemble des manifestations importantes qui sont prévues, qui sont courantes, notamment dans la capitale? Le contrôle systématique, etc., est de nature à dissuader, au moins. Et donc, il y a un problème là de liberté collective à mettre en face du danger réel. À chaque fois qu'on va à une manifestation, c'est qu'il y a un danger aujourd'hui, mais comment on tranche sur les deux? J'aimerais écouter les explications du ministre. Merci. Y a-t-il, monsieur le ministre d'État, monsieur Assouline pour l'explication de vote? J'en profite pour rebondir parce que la réponse du ministre à ma question m'interroge vraiment parce que ce n'est pas le projet de loi. Le projet de loi ne parle pas de mesures visant des manifestations culturelles ou sportives. Je lis article L 226.1, afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement soumis à un risque d'acte de terrorisme à raison de sa nature ou de l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'État dans le département ou à Paris, le préfet de police, peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés. Donc ça, c'est le texte de loi. On peut discuter d'autres choses. Vous pouvez proposer un amendement qui dise manifestations sportives ou culturelles. Mais là, il s'agit de tout événement, manifestation, où il y a un risque terroriste. Il y a le risque terroriste sur tout grand rassemblement de personnes à Paris, manifestations revendicatives, sociales ou autres, et rien n'est spécifié. Donc peut-être c'est parce que vous vous apprêtez à faire un amendement, mais ne me dites pas que dans le texte, c'est circonscrit aux manifestations sportives et culturelles. Ce n'est pas le cas. Donc j'attends encore une réponse. Merci, monsieur Assouline. Y a-t-il d'autres explications? Monsieur Assouline, explication de vote sur l'article 1er. Oui, je suis désolé. Je prends au sérieux cet exercice parlementaire. Et j'ai posé une question. On m'a répondu quelque chose, le ministre, qui n'est pas factuel, puisque je lui ai relu l'article de loi. Donc je rappelle quelle était ma question.
Il est nécessaire d'assurer des périmètres de protection. On a parlé du marché de Strasbourg, d'autres événements culturels, sportifs. Il y avait l'Euro, il y aura d'autres événements. Je le conçois complètement et je pense qu'il n'y a aucune raison que l'État, que les pouvoirs publics abusent quand il s'agit de ce type de manifestation. Par contre, nous sommes dans un pays où la liberté de manifester existe. Et d'ailleurs, le préfet peut interdire une manifestation s'il juge que la situation est telle que pour protéger, on peut interdire. Mais si elle est autorisée et qu'il s'agit de manifestations de contestation, par exemple, de ce pouvoir, il peut y avoir abus avec cet article de loi qui, à l'inverse de ce que m'a dit le ministre, ne concerne pas que les manifestations sportives et culturelles, puisque j'ai relu le texte qui parle de événements soumis à un risque d'acte de terrorisme à raison de sa nature ou de l'ampleur de sa fréquentation. La manifestation dans n'importe quelle grande ville ou à Paris rentre complètement dans cette définition. Donc, j'aimerais qu'il me réponde à la question. Il peut me dire j'assume et c'est quelque chose qu'on doit assumer. Mais je ne comprends pas pourquoi on me répond, et c'est les mots du ministre, ça ne touche que les manifestations sportives et culturelles. Je demande vraiment qu'on prenne au sérieux notre exercice. Je rentre dans ce débat complètement ouvert et comprenant qu'il s'agit avant tout de protéger les gens, nos concitoyens. Mais là, je pointe quelque chose, on me répond à côté. J'aimerais vraiment avoir la réponse et dans le cas contraire, malgré toute ma bienveillance, je ne pourrais voter un tel article. Merci, monsieur Assouline. Y a-t-il d'autres explications? Oui, je crois qu'on touche aux deux articles qui nécessitent un débat et qui, franchement, que chacun au moins l'avoue, qu'il défende, même quand il défend ces articles, que nous passons à une autre conception. Alors vous pouvez dire que c'est à cause de la nouveauté, du terrorisme et tout. Passons à une autre façon de voir la justice. Delmas Marty, madame, a développé cela, et je pense que ça mérite qu'on se mette aussi à ce niveau. Nous étions dans une société de la justice qui punit l'acte. Nous rentrons subrepticement dans une société où on punirait par prévention de l'acte. C'est un changement de paradigme. Ce n'est pas, jusqu'à présent, comme cela. Ah si. Et ce n'est pas la peine non plus de faire nous savons, et puis vous ne savez pas, par certains hochements de tête. C'est un débat. D'ailleurs, pourquoi on l'a maintenant? Le terrorisme a existé, des menaces ont existé. Nous sommes en train de dire d'autres choses que ce que nous avons toujours dit. Donc ne balayons pas d'un revers de main ce que, ici, dans cet hémicycle, tous bords confondus, républicains, nous avons toujours dit. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'état d'urgence, c'était un état exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement? C'est que, oui, nouvelle forme de terrorisme, menace, notre droit, il doit se parfaire pour se défendre à quelque chose de complètement inédit. Et nous avons légiféré pour faire que tout ce qui était nécessaire de façon permanente, mais qui n'existait que dans l'état d'urgence, soit intégré dans les lois. On ne commence pas les débats. Il y a eu un quinquennat avant. On a fait des lois, on a légiféré souvent, on a même été en désaccord, mais moi j'ai soutenu ces lois, parce que je voyais bien la nécessité de défendre. Quelqu'un comme M. Hervoas, qui a été à l'avant de ce combat, et comme président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, et ensuite comme ministre de la Justice, et qui a toujours défendu de façon très ferme la nécessité de se protéger, nous dit « ce n'est pas la peine cette loi », parce que nous avons légiféré de façon suffisante pour lever l'état d'urgence. Le précédent président de la République avait dit en juillet dernier que ce n'était plus nécessaire et qu'il fallait lever l'état d'urgence. Il y a eu l'attentat. L'attentat n'a pas eu lieu parce qu'on avait levé l'état d'urgence ou parce qu'on n'avait pas les moyens, puisqu'on était en état d'urgence. Et donc, le problème est de... Je finis, d'ailleurs, il y aura l'article 4 qu'on va continuer, mais franchement,
ne galvaudons pas, ne faisons pas comme si ce n'est qu'une péripétie, on change. Et là, c'est grave pour les libertés dans cet équilibre et ce défi que nous ont lancé les terroristes, qui est de nous protéger de façon sérieuse et les combattre de façon sérieuse, sans jamais leur céder le fait qu'ils auront mis en danger les libertés individuelles et collectives sur lesquelles repose notre pays. Là, avec ces articles, nous cédons et nous leur donnons quelque part une victoire. Merci, monsieur Assouline. Monsieur Lecomte. Oui, cette discussion sur cet article montre qu'il s'agit de ce qui est le plus contestable dans cette loi. La volonté de la loi, tout à fait allouée, c'est qu'il s'agit de nous donner tous les moyens pour faire face au terrorisme, à ces horreurs, et ne pas baisser la garde. Et tous les efforts depuis 2 ans et demi, et y compris dans le premier article, étaient à comment on maintient cet équilibre entre cette lutte impitoyable, cette non-naïveté de la démocratie et la préservation des libertés. Avec cet article, je pense que nous rentrons dans l'intégration dans le droit commun de mesures typiques d'état d'urgence, c'est-à-dire de mesures exceptionnelles. On m'a rétorqué que non, et notamment en pointant le fait que ce n'est pas une assignation à résidence, mais c'est dans un périmètre, la commune ou bracelet électronique. Or, Monsieur Mercier, j'entends l'argument, mais il ne change pas la nature. C'est-à-dire qu'il est différent d'une mesure d'état d'urgence classique sur le fait qu'il ne s'agit pas de l'assignation à résidence. C'est la dureté, c'est la gradation de la mesure qui change, mais pas sa nature. Il s'agit bien de punir en limitant la liberté d'un individu. Au lieu d'être chez lui, il peut être dans la commune ou il peut être dans le département, mais par nature, sans intervention du juge, il y a une décision qui est prise, et c'est bien de cela dont il s'agit. Ensuite, et je veux finir là-dessus, un autre argument a été donné par le ministre d'État, notamment concernant sa région, pour montrer qu'il fallait qu'il y ait une traçabilité. Et cette question de le maintenir dans sa commune permettait de... Il donne l'exemple de ce terroriste qui a décapité son patron, et si on avait tracé le moment où il était dans un autre département et repéré comme radicalisé, on n'aurait évité. Pas du tout. Là, ça a été dit par des collègues. À ce moment-là, quand on l'a repéré, je crois que c'était du côté de Besançon, si ma mémoire est bonne, il n'était pas du tout considéré comme pouvant passer à l'acte et relevant des mesures qui sont sanctionnées par cet article de loi. Donc le problème avec lui, c'est qu'il n'a pas été tracé parce qu'il n'y a pas les moyens aujourd'hui pour la police de tracer l'ensemble de ceux qui sont fichés S dans leur parcours et leur déplacement et leur changement de domicile. Et donc la question de l'efficacité est la question des moyens que nous discutons peu, et j'espère qu'en loi de finances on en discutera, c'est-à-dire comment on donne les moyens aux services antiterroristes et à la police de faire face à ce nouveau terrorisme qui est effectivement complexe, et non pas de penser que par la loi ou ce type de mesures, nous pouvons faire face. Donc inefficacité, atteinte aux libertés, je pense que ça nécessite le rejet de cet article. Merci, monsieur Assouline.